Bonjour, je suis Abdesalam Boujedraoui. Je suis désolé pour cette longue absence où je n'apparais pas moi-même dans mes vidéos. En contrepartie, je vous avais proposé des vidéos en voix de synthèse, mais avec des liens qui vous renvoient vers des textes si vous préférez lire plutôt que d'écouter une voix de synthèse. Le sujet d'aujourd'hui porte sur la fin de l'histoire en me basant sur le livre de Francis Fukuyama qui dit que c'était la fin de l'histoire et la fin du dernier des hommes. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'il faudrait savoir depuis déjà, c'est que ce n'est pas la fin de l'humanité. Ce n'est pas un film, un livre de science-fiction où, disons, une partie de la Lune va heurter la Terre et tout le monde disparaît, plus d'histoire, plus d'hommes. Ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas une vision apocalyptique du monde. C'est autre chose que ce brave économiste qui a écrit ce livre il y a déjà une trentaine d'années. C'est que l'histoire en tant que processus qui évolue, il arrive à son terme et après il n'y aura plus rien, les manuels seront vides. Mais auparavant, avant de développer ce sujet, je voudrais d'abord porter à votre connaissance que j'ai déjà publié des ouvrages dans ma collection L'Essentiel pour les flemmards et qui portent justement sur de grandes pensées contemporaines. Il y a déjà en ligne, chez Amazon exclusivement pour le moment, La fabrique du choc des civilisations. Dans ce livre, je ne parle pas, je n'explique pas ce que c'est que le choc des civilisations. D'autres l'ont fait. Je vous explique comment on fabrique de toutes pièces le choc des civilisations et ça me semble une démarche tout à fait unique puisque, à ma connaissance, personne ne l'a faite avant moi. Je n'en tire aucun orgueil, c'est tout simplement que j'aurais bien voulu trouver un livre qui traite de ce genre de sujet, ça m'aura aidé dans ma démarche. Mon second livre, c'est Cancel et contre-cancel culture, une méchanceté bienheureuse. Là aussi, j'aborde la cancel culture d'une façon originale puisque je déplore également les réactions à la cancel culture. C'est pour ça que je parle de même de contre-cancel culture. Mais allons-y au sujet qui nous importe aujourd'hui, qui est celui de la fin de l'histoire et de la fin prétendue de l'homme. Comme je vous ai dit, c'est la fin de l'histoire en tant que processus. Mais je vais vous donner un exemple très simple à partir d'une histoire de Jules Verne qui est le tour du monde en 80 jours. Vraiment, cette histoire-là, ce roman va nous expliquer, du moins dans la façon dont je vais le présenter, de façon tout à fait, disons, exemplaire, ce que voudrait dire cette personne qui parle de la fin de l'histoire. Alors, je vous rappelle tout de suite le sujet de le tour du monde en 80 jours. Il y a un monsieur anglais très riche qui s'appelle Phileas Fogg. Suite à un pari avec des amis aristocrates très riches, il doit faire un tour du monde en 80 jours. Il part avec son valet qui s'appelle, je crois, Passepartout. Ça n'a aucune importance. Dans mes souvenirs, c'est Passepartout, mais je peux me tromper. Quoi qu'il en soit, ils entreprennent un voyage à travers le monde avec plein de péripéties. Mais on sait ce qu'il fait, puisque des journaux parlent de ce qu'il fait, et que des gens dans les clubs parlent de ce qu'il fait, on parle de ce qu'il fait. Ce qui revient à dire que lorsque Phileas Fogg parcourt le monde, il écrit l'histoire, ça s'appelle l'histoire, d'accord? Mais il y a un enjeu. Il y a un enjeu, il y a une technique. La technique, c'est comment il va faire, il va prendre la façon dont il fait, les bateaux qu'il prend, les éléphants, etc. Mais il y a l'enjeu, c'est quoi la finalité? À quoi veut aboutir Phileas Fogg? C'est aboutir à faire ce voyage. La finalité, ce voyage. Donc il fait ce voyage, il rentre avec une jeune femme indienne qu'il a sauvée et qui s'appelle Aouda, ou Aouda, je ne sais pas, quoi qu'il en soit, disons Aouda pour faire plus simple.
Et là, s'arrête son histoire. Mais comment elle s'arrête? Alors là, je vais un peu broder. Ce n'est pas dans le livre. Peut-être qu'il va se marier avec cette jeune femme qui va lui cuisiner de bons petits plats. Il va devenir obèse, beaucoup de cholestérol, et peut-être qu'il mourra de sa belle mort, c'est-à-dire d'une crise cardiaque. Mais bien entendu, il aura des descendants, Passepartout, son valet aura lui-même des descendants, Aouda elle-même continuera. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a deux parties dans cette histoire. La première partie, dans cette aventure, ne l'appelons pas histoire pour ne pas provoquer de confusion. Dans la première partie de cette aventure, de ce roman, Phileas Fogg accomplit des exploits. Ça s'appelle l'histoire, celle que nous connaissons dans les manuels. Mais à partir du moment où et on en parle, hein, je vous ai dit qu'on en parlait dans le journal, dans les clubs, etc., entre amis, etc., mais à partir du moment où il arrête de parcourir le monde, ou disons il se case, l'histoire finit, l'histoire de ce roman, c'est local, mais vous pouvez extrapoler sur l'histoire universelle. Donc ça s'arrête là. Et lui, il devient un petit bourgeois. Plus personne ne va parler de son histoire. Alors qu'est-ce qu'on va dire dans les manuels? Rien, il n'y a rien à dire. Mais le plus important, c'est que Phileas Fogg ne disparaît pas. Sa femme ne disparaît pas. Et s'il a une descendance, celle-ci ne disparaît pas. Ça veut dire qu'il y a la fin de cette histoire en tant que parcours, en tant qu'exploit, mais que les personnages, tous les personnages de cette histoire, ils continuent, mais ils n'ont rien de nouveau à nous dire, parce que l'objectif qu'ils s'étaient donné d'atteindre, il l'a atteint, après c'est fini, il n'y a plus rien, plus personne ne parle de lui. Donc, la fin de l'histoire, c'est à peu près la même chose. Comme j'ai dit, on extrapole. Il y a une histoire humaine qui arrive à sa fin. Et à partir de là, il n'y a plus rien à dire. Et même l'homme qui était entreprenant, c'est sa fin. Il y aura toujours l'homme, mais l'homme simple, petit bourgeois, qui rentre chez lui, qui regarde la télé, qui ne veut pas être un surhomme ou quelqu'un qui s'aventure. Donc ainsi finit l'histoire, une certaine façon de voir l'histoire, et que l'homme entreprenant finit, mais je dis autrement, entreprenant à un grand niveau. Alors, pourquoi on parle de fin de l'histoire? Maintenant, on revient à la vraie histoire, parce que, et ceci c'est depuis Tocqueville, ce que dans l'esprit des tenants de la fin de l'histoire, l'homme recherche impérativement quelque chose de basique, c'est-à-dire la justice, l'égalité, la liberté d'expression, etc. Quelque chose que l'on connaît pratiquement tous sous une phrase, c'est-à-dire les droits de l'homme. Et Tocqueville, dans son livre de la démocratie en Amérique, dit que c'est quelque chose qu'on ne peut pas aliéner, c'est quelque chose auquel tous les hommes aspirent. Les hommes aspirent à être égaux, à l'égalité, et parfois même par le nivellement, c'est-à-dire que si nous sommes tous bas, alors c'est tant mieux, il ne faut pas qu'une tête émerge, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas ces injustices. C'est un sujet que je n'aborderai pas avec vous. Ce que je veux vous comprendre, c'est quel est l'enjeu, l'idée qu'il y a derrière la fin de l'histoire. C'est-à-dire que tous les hommes voudraient aboutir à cela. Et Tocqueville et tout ce qui vient après lui prennent comme modèle les États-Unis d'Amérique du temps de Tocqueville, c'est-à-dire vers le 19e siècle. Pourquoi? Parce qu'il y a une forme de démocratie qui est là, c'est un fait indéniable, et que la démocratie va provoquer, la démocratie libérale, c'est-à-dire que telle qu'elle était faite aux États-Unis, telle dont va parler Tocqueville. Cette démocratie libérale, quand on va l'atteindre, et beaucoup de pays vont l'atteindre, en particulier les pays occidentaux,
Nous n'avons plus aucune raison d'avoir des colonies, de faire des guerres, de faire de grands conflits. Nous allons vivre dans la paix et la sérénité. Et surtout, nous disent Fukuyama et les autres, c'est que tous les pays tendent vers ce seul but et que lorsqu'ils auraient atteint ce but, il y aura la paix, plus personne ne trouvera le besoin de faire la guerre à les autres. Les gens, tout ce qu'ils voudraient, c'est vivre égaux. Et vivre tranquillement, il ne veut plus de conflits. Ils ont trouvé ce qu'il fallait, c'est comme Phileas Fogg, qui a fait son tour du monde en 80 jours, ben ils sont bourgeois, ils grossissent, là j'exagère bien évidemment. Quelle est l'idée sous-jacente? D'où vient cette idée-là? C'est encore Tocqueville. Alors Tocqueville, je peux vous dire que c'est une sommité que personne n'a pu encore grimper ni atteindre. Alors, ça vient d'une idée majeure qui n'a pas été bien mise en avant par beaucoup de penseurs, philosophes, économistes, etc. Que dit Tocqueville dans la démocratie ou de la démocratie en Amérique? Il dit une chose qui est très importante. Il dit, si vous ne cherchez ni gloire ni grandeur, ça je dis, je vous donne, comment dirais-je, la signification générale, hein, le texte, je ne me souviens plus comment il le dit, mais la signification générale que je vous donne, elle est juste. Si vous cherchez la tranquillité, si vous ne cherchez pas la grandeur des nations, si vous ne cherchez pas, disons, les actions d'éclat, si vous cherchez la sérénité, il faudrait opter alors pour le régime de la démocratie. Pourquoi? Parce que la démocratie ici, c'est quelqu'un qui va faire que les hommes ne seront plus révolutionnaires, ils vont devenir, si vous voulez, entre guillemets, je n'aime pas utiliser ce mot, des petits bourgeois non révolutionnaires qui ne rêvent qu'à leur retraite, qui ne rêvent qu'à leur petite vie, leur train-train. Je dis cela dans le style de l'exemple, j'ai beaucoup d'estime pour ceux qui vivent comme ça. C'est une vie où il y a beaucoup de courage, au contraire. Donc, c'est ce que voudrait nous dire les tenants de la fin de l'histoire, c'est-à-dire que avec la démocratie, nous allons arriver à un régime où il ne se passera plus rien. Il y a beaucoup de choses à dire, mais moi je me contente de vous expliquer ce que c'est que la fin de l'histoire. Mais une fois que toutes les personnes auraient atteint ce degré, et toutes les personnes, tous les pays, toutes les nations, tous veulent arriver à ce stade d'après ces penseurs, avec les droits de l'homme, etc. Et donc, pourquoi l'histoire s'arrête? Parce que dans les manuels, qu'est-ce que vous allez parler? Vous allez parler de quoi? Vous allez parler, écoutez, de la pluie et de le beau temps. Vous allez dire que le Premier ministre, le Président de la République, ils ont inauguré un nouveau pont. Ou bien qu'il a changé de coiffure, ou bien des trucs comme ça, si vous voulez, des choses qui ne méritent pas qu'on en parle dans l'histoire. Bien sûr, il faudrait bien qu'on définisse ce que c'est que l'histoire, mais ça nous mènerait très loin, et je pense que trop loin, et je pense que vous avez bien compris où je voulais en venir. Mais voilà, donc ça se base sur les idées de Tocqueville. Mais qui les fait dire, qui pousse les gens à dire que ce sera la fin de l'histoire, tout simplement à cause de quelques éléments historiques qu'ils croient majeurs, moi je ne pense pas. C'est l'effondrement du communisme et l'effondrement du mur de Berlin. Alors c'est l'apothéose, là ils disent, écoutez, il y avait en face de nous, démocratie et libérale, une autre forme de démocratie qui était la dictature des prolétaires, le communisme, la mise en commun de toutes les ressources, et bien sûr ce communisme-là, qui était lui aussi la fin pour Karl Marx, la fin de l'histoire, il s'est effondré. C'est un régime de l'économie planifiée. Il s'est effondré, ça veut dire que nous avons raison. Et qu'il n'y a que cela, finalement, qui peut donner à l'humanité cette fin de l'histoire. Encore une fois, la tranquillité et l'absence de conflits, etc. Justice sociale, tout le tralala que nous connaissons par l'intermédiaire des penseurs, des hommes politiques, etc. Voilà donc
ce qui justifie pour ces personnes le fait de s'accrocher à la démocratie libérale en tant que fin de parcours de l'humanité, de l'histoire de l'humanité, et qu'après il n'y aura plus rien d'intéressant. Mais cela suppose, pour que ce que disent ces gens-là soit vrai, ces penseurs, au moins un élément, c'est que le libéralisme, la démocratie libérale, telle qu'elle est conçue en Occident, qu'elle est une valeur d'universalité. Pardon, des fois j'ai des petits problèmes de prononciation. Donc c'est un modèle universel qui s'impose à nous tous. Avant d'aller plus loin dans ce sujet, je voudrais donc déjà vous dire qu'est-ce qui cloche dans cette théorie. Ces penseurs commettent une grave erreur, mais ça c'est quelque chose qui est regrettable, et c'est depuis toujours. Ils la commettent, tout le monde commet cette erreur, c'est qu'il y a une confusion entre un système et les humains qui portent ce système, qui vont, si vous voulez, le mettre en pratique. C'est le jour et la nuit. Un système peut être créé de toutes pièces par des humains. Un système peut également être, comment dirais-je, le témoignage d'une situation, c'est-à-dire qu'il y a une situation qui est déjà établie, on va créer un système pour s'accorder à la situation. Ça peut être aussi qu'on va créer un système pour justifier, un système de justification. Ça veut dire qu'il y a un État, je sais pas moi, peut-être le communisme, et qui ne marche pas, on va créer un système en pensée théorique pour justifier l'échec, par contre, de ce système. On va créer tout un mode de pensée. Donc, un système, c'est une chose, le système, c'est une chose, il y a plusieurs systèmes, et moi, je reste sur un seul système de démocratie et de libéralisme, sinon ça nous mènera beaucoup trop loin. Par contre, si le sujet vous intéresse, je peux développer ce que c'est que les systèmes. Donc, confusion entre le système, désolé je me répète parce que là je ne voudrais pas perdre le fil de mes idées, entre le système en tant que théorie et les êtres humains. Mais si nous revenons au XIXe siècle, il y était pratiquement un laboratoire de systèmes de tout genre. Il y avait des systèmes, le système libéral qui était créé de toutes pièces par David Ricardo et par Adam Smith. N'oublions pas que le livre d'Adam Smith s'appelait La richesse des nations dans leur logique, dans leur mode de pensée. Le libéralisme avec la démocratie, ce sera l'apothéose, en quelque sorte, ce sera la fin de l'histoire. Tous les gens seront heureux, malheureusement, nous connaissons l'état de détresse et de morbidité qui va en suivre, et surtout que c'est le libéralisme utopique va préparer les colonisations, il va préparer les destructions des droits de l'homme, il va préparer la Première Guerre et la Seconde Guerre, il va préparer beaucoup de choses. Ce n'est que récemment que nous avons un libéralisme avec les droits de l'homme. Et je voudrais dire que dans certains pays comme la France, nous sommes presque, et ça va vous faire rire, dans un pseudo-communisme. Je pourrais expliquer ça, mais le fait de prendre en charge les crèches, la santé, le fait de prendre en charge beaucoup de choses, nous sommes dans un système libéral, mais en même temps qui est socialiste. Et moi, je ne peux qu'applaudir. C'est très très bien la France, hein, chapeau. Par rapport aux États-Unis, où paraît-il, il y a beaucoup de personnes qui sont laissées pour compte du progrès, de ce libéralisme et de cette démocratie. Mais là, je ne voudrais pas être hâtif en jugement, je ne connais pas très bien ce pays. Donc, voici donc pour le libéralisme, c'est une idée, donc c'est une pensée, elle a échoué. Une autre idée, mais là, ça, on ne peut plus que c'était le communisme. Karl Marx disait
que à la fin du parcours du communisme, de l'humanité, de l'histoire de l'humanité, on va passer au 5e mode de production qui est le communisme. Et là, l'histoire, comme le disent ces personnes-là, Fukuyama et tous les autres, l'histoire de l'humanité va s'arrêter. Pourquoi? C'est parce qu'on va trouver le système idéal et que les gens aussi n'auront plus besoin de faire la guerre. Et que ce système, pourquoi ce système-là est la fin de l'histoire? Il n'y aura plus rien de dire, il n'y aura plus rien à écrire dans les manuels de l'histoire. Pourquoi? Parce que tout au long de ce parcours de l'humanité, où il passe par plusieurs modes de production. Alors je vous invite à regarder dans le lien parce qu'il y a plusieurs vidéos que j'ai mis sur le libéralisme, sur le marxisme, sur... comment il s'appelle, Jean-Jacques Rousseau, puisqu'il a aussi son mot à dire ici, mais je n'en parlerai peut-être probablement pas aujourd'hui. Et aussi sur les utilitaristes qui ont aussi leur mot à dire dans cette vision de la démocratie et du libéralisme, et quelque part de façon indirecte sur la fin de l'histoire. Mais on le sait, Karl Marx n'a jamais pu faire en sorte que ses idées se réalisent. Pourquoi? Parce que, comme nous le savons parfaitement, le communisme s'est affaissé. Donc, première remarque, première chose, grief que j'ai contre cette théorie, c'est que séparation, confusion entre le système et les hommes qui portent le système. Deuxième chose, c'est d'accorder une importance à des faits historiques sans les comprendre de façon profonde. Mais alors là, ça me met à terre. Qu'on puisse être aussi incompétent que ça, je ne sais pas. Lorsque le communisme s'est effondré, il fallait le comprendre. Qu'est-ce que c'était d'abord que le communisme? Le communisme, c'était pas du tout le marxisme, ce que voulait Karl Marx. Pour Karl Marx, c'est la lutte des classes qui va générer une classe prolétaire. Cette classe prolétaire, fatalement, va s'organiser et elle va renverser la classe bourgeoise, la classe capitaliste dominante, et elle va établir un système parfait de justice, d'égalité, de droits de l'homme, etc. Ça ne s'est jamais réalisé parce que pour que ça devienne réalité, il faut que ce soit les gens, le peuple, mais partout dans le monde. C'est pour ça qu'il dit prolétaires de tous les pays. Unissez-vous, il faut que ça se fasse partout. Ce qui s'est passé, ce qui s'était passé en URSS, en Russie, ce n'était pas ça, c'était un hold-up fait par 3 personnes. C'était dû à une cassure de l'histoire qui a fait qu'à un certain moment, le tsar était faible et qu'il était possible de créer un nouveau régime, un régime nouveau. Mais ça aurait pu être n'importe quel régime, pas spécialement le communisme. Si c'était quelqu'un qui leur voulait leur dire qu'il fallait avoir des cheveux de punk, ben ils auraient des cheveux de punk. Là j'exagère, c'est juste pour l'exemple. Et surtout, on ne peut pas donner de l'importance à quelque chose qui est maintenu par la force. On donne de l'importance à quelque chose qui est voulu, quelque chose qui s'est effacé, qui s'est établi de façon spontanée, auquel les gens adhèrent par eux-mêmes. Ça, c'est autre chose. J'ai presque envie de dire que c'était un groupe de crapules qui se sont accaparés des êtres humains. D'ailleurs, ils vont faire beaucoup de mal, qui sont accaparés le système du tsar pour le transformer. Et là, je voudrais juste faire une attention, ça je reviendrai dans quelques secondes. Il y a une différence entre la Révolution française. Qu'est-ce qui s'est passé? Faute d'avoir compris cette chose qui paraît évidente, qui crève les yeux. Quand on pense que le communisme, le peu qu'il est resté, en place, en vie dans la Russie et l'ancienne Union soviétique constituait une civilisation, un truc comme ça. Ça n'a jamais été le cas. Ça veut dire, comme je l'ai dit, c'est un accident de l'histoire qui a fait qu'il y a une rupture entre un passé d'Etsar, qui était une vraie civilisation,
et ce que vont apporter, comment dirais-je, Lénine, Trotsky et Staline et tous les autres. Après la mort de Staline, ben ça s'est effondré, ça a déjà effondré, ça a commencé déjà avec Khrouchtchev, personne ne voulait de ce système. Et lorsque ce système s'est disloqué, ce n'était pas la fin du communisme, du marxisme, qui n'a jamais eu lieu. C'était quelque chose c'était le retour progressif à la grandeur ancienne de la Russie, ce que fait Poutine aujourd'hui. Je ne parle pas de la guerre de l'Ukraine, hein. Moi je déteste la guerre, je suis quelqu'un de pacifique, j'espère, et ça me désole beaucoup ce qui arrive au peuple ukrainien avec, je suis de tout cœur, sincèrement. Mais ils n'ont pas compris Poutine. Poutine ne voulait pas rétablir le communisme. Poutine ne voulait pas devenir un nouveau Staline. Poutine veut devenir un nouveau tsar, il veut rétablir la Russie ancienne. Et les Russes veulent revenir à l'ancienne Russie et n'ont jamais cassé, n'ont jamais eu une fracture malgré le communisme avec leur passé glorieux. Ils n'ont jamais renoncé. L'Église, comme on appelle orthodoxe, est toujours là. Elle est revenue avec exactement les mêmes idées qu'avant, auxquelles adhèrent les Russes. Et ça me déplore qu'on en arrive à se gâcher parce que certains intellectuels n'ont pas compris cette chose essentielle. Au lieu de cela, ils auraient très bien pu discuter il y a 20 ans avec Poutine et établir quelque chose où chacun respecte les autres. Et au lieu de rentrer dans ce conflit stérile qui fait beaucoup de peine. Et j'ai dit que ce n'est pas la même chose avec la Révolution française. Réellement, avec la Révolution française, je suis désolé, là je vais très vite, avec un débit de parole qui est important, mais si je vais plus lentement, je risque de perdre le fil de mes idées. Je suis désolé pour ça, mais ce qui compte, c'est ce que je veux vous dire plutôt que la façon dont moi j'apparais ou bien la façon dont est faite ma vidéo. Ça, pour moi, c'est quelque chose de secondaire, du moins quand je regarde des vidéos. Il y a une rupture, mais alors importante, entre l'ancien régime et ce qui se fait aujourd'hui. Ça s'est fait de façon progressive, mais maintenant la rupture est totale. Avec la Russie, c'est pas la même chose. Donc, vous voyez comment ces gens-là, quand ils font une confusion entre les hommes et le système. Mais il y a aussi, je voudrais juste parler d'un fait où les gens se sont trompés. Dans les années 50, si mes souvenirs sont encore là, lors du couronnement de Élisabeth II, ce couronnement a été transmis par la télévision du monde entier. Je crois qu'on appelait ça la mondovision. Hein. Moi, je n'ai pas vérifié. C'est le fait qui est plus intéressant que les appellations. Tous les penseurs disaient que l'humanité, grâce à la télévision, allait, comment dirais-je, le corps de toute l'humanité allait battre à l'unisson. Et après, il y a eu la mise en avant de langues communes comme l'espéranto, etc. Ben, la télévision ben, au lieu de réunir les hommes, de provoquer, si vous voulez, une communion des hommes, ben, il a fait le contraire, ben, il a fait une séparation, un cloisonnement des humains. Vous voyez comment les gens se plantent. On a même parlé de la télévision tam-tam, de l'humanité. Alors, tam-tam, moi je veux bien, c'était n'importe quoi. Je veux dire comment les gens émettent à tous les coups des utopies qui ne se réalisent jamais, c'est plutôt le contraire qui se fait. Nous arrivons enfin à la fin de cette vidéo. Je vous rappelle que vous regardez en ce moment la fin de l'histoire. Je suis Abdessalam Boujedraoui. Pour que cette théorie de la fin de l'histoire puisse être valable, il faut au moins qu'elle soit universelle. D'après les tenants de cette théorie, c'est-à-dire que la fin de l'histoire aura lieu avec l'application de la démocratie libérale. Pour ces gens-là, quoi que vous fassiez, à quoi vous pourriez réfléchir, tous les modèles que vous pourriez imaginer, il n'y aura qu'un seul modèle, c'est celui de la démocratie libérale. Tous les autres, ben, ils ont connu par le passé ou actuellement
l'échec. Vous savez, le système convenable pour un pays, pour une nation, c'est celui qu'ils ont choisi eux-mêmes. C'est le système auquel ils ont adhéré de façon spontanée. Les autres systèmes, vous pourrez le leur imposer, ça ne marchera pas. Je vais vous donner un exemple tiré d'un film. Vous savez, je ne tire pas, je ne puise pas ma réflexion de film. Mais c'est un très bon exemple. Il va vous frapper, vous allez comprendre. Il est tiré du film de Francis Ford Coppola, Apocalypse Now. Alors, dans Apocalypse Now, il y a un général, mais alors, qui est devenu complètement fou, complètement indépendant. On envoie quelqu'un pour l'assassiner. Donc, le général, ils sont tous les deux, le général et le colonel qui est chargé de l'éliminer, ils sont tous dans un endroit, ils discutent. Et voilà que dit ce général. Il dit, nous sommes venus au Vietnam pour apporter la civilisation, pour apporter la démocratie, pour apporter l'éducation, pour apporter le modernisme, tout ce que vous voulez. Vous savez, tout le tralala que nous connaissons parfaitement. Et en ce sens, moi et une équipe de médecins, d'infirmiers, une équipe médicale, c'est toujours le général qui parle. Nous sommes partis dans un village pour vacciner des enfants. Nous leur avons expliqué de façon amicale que cette vaccination va sauver leur enfant. C'est-à-dire que nous avons eu recours à un interprète. Ils avaient tous compris ce que c'était qu'une vaccination. Ils ont adhéré et on l'a vacciné. On suppose qu'ils les ont vaccinés dans le bras, disons dans le bras gauche, ici. Alors l'image est inversée, il se peut que vous voyez plutôt le bras droit dans votre écran. Donc ils les vaccinent tous. On suppose qu'ils étaient 1 millier. Alors les Américains sont partis, donc ce général avec l'équipe médicale et les soldats sont partis. Ils étaient heureux d'avoir accompli une bonne action. Mais malheureusement, ce qui va se passer, c'est toujours dans le film. Le lendemain, c'est épouvantable, c'est pour vous dire le rejet de ce modernisme, le rejet de cette démocratie. Eh bien, tous les parents ont amputé, ont coupé le bras de leur enfant et ils les ont jetés devant eux. Ils ne voulaient pas de ce modernisme. Ce qu'ils voulaient, c'est persister à être ce qu'ils étaient. Je peux vous dire que l'exemple de ce film de Francis Ford Coppola, eh bien, il se répète. Il y a beaucoup de civilisations. Ils ne veulent pas, beaucoup de pays, beaucoup de nations. Ils ne veulent pas du modernisme. Ils ne veulent pas de la démocratie. Ils ne veulent pas des droits de l'homme. Ils ne veulent pas de la liberté d'expression. Ce qu'ils veulent, c'est persister, demeurer à être ce qu'ils sont. C'est-à-dire, ils ont une conception de leur identité. Mais alors, quand je dis identité, ce n'est pas l'identité au sens occidental. Il faudrait comprendre ces gens. Ils rejetteront de toutes les forces cette notion de la perfection, de la démocratie libérale. Ils préféreront leur vie, même si nous, si l'Occident trouve qu'elle est attardée, que c'est les barbares, tout le tralala, je répète encore ce mot, dans l'Occident les traite. Et la question que je vous pose, que je pose à votre sagacité, pourquoi il y aura toujours des nations qui préféreront vivre leur vie que l'on trouverait misérable plutôt que d'adhérer à cette notion de démocratie libérale? Eh bien, je vous donne la réponse. C'est tout simplement parce que, à leur manière, ces gens-là sont convaincus d'être arrivés à la fin de leur histoire personnelle, que cette histoire que nous dénigrons, que tout le monde dénigre, c'est l'histoire, c'est le modèle parfait. Et que c'est ce modèle-là qui leur permet d'avoir ce que l'Occident recherche, la paix, la sérénité et une certaine forme de bonheur que beaucoup dont beaucoup sont jaloux. Cette partie-là,
cette chose-là est tellement incomprise par beaucoup d'intellectuels occidentaux au point que finalement, la démocratie libérale se transforme en machine de guerre, puisque les intellectuels et tous les autres, et ça s'est vu, ils voudraient faire la guerre pour arrêter cette prétendue barbarie et pour répondre comme dans le film de Apocalypse Now, la démocratie, les droits de l'homme et tout ce que nous savons et qui fait l'intime, qui fait de façon intime de l'Occident. Et pour cela, ils sont prêts à faire la guerre, et ça a été déjà fait, puisque vous n'avez qu'à revenir sur l'actualité avant la guerre de l'Irak. Tout le monde disait que, et on l'a vu aussi, que l'on voulait rétablir, apporter la démocratie. Nous savons la catastrophe qu'on a suivie. Donc finalement, cette fin de l'histoire, cette utopie de la fin de l'histoire avec la démocratie libérale, elle arrive à un résultat contraire, c'est-à-dire la guerre, c'est-à-dire des horreurs. Nous les voyons, nous les côtoyons, nous les vivons actuellement. C'est assez terrifiant. Pourquoi est-ce qu'on en arrive à ces résultats? Parce que, comme je l'ai dit d'emblée, c'est que ces gens-là commettent une erreur. Fukuyama, et tous les autres commettent une erreur, c'est le fait de confondre un système avec les hommes qui portent le système. Donc, tout système, aussi parfait soit-il, au début, il marche, c'est parfait, et tout le monde y adhère, mais après un certain moment, il y a une lassitude, et les vieux démons, c'est-à-dire la nature même de l'homme, revient à la surface et on recommence de nouveau, il y a des têtes qui émergent, il n'y a plus d'égalité, il y a des gens qui vont utiliser justement son système pour oppresser les autres, et il y aura d'autres qui vont jalouser, qui auront une jalousie morbide envers tous ceux qui n'adhèrent pas à cette théorie. Ils vont dire, voyez-vous, nous avons dans la paix mondiale, nous avons un caillou dans le soulier. Ce sont ces pays du tiers-monde qui ne veulent pas adhérer, adopter nos valeurs, allons-y leur faire la guerre, aussi simplement que cela. Et c'est de cette façon-là que ce qui était la paix se transforme en guerre. Alors là, je suis désolé, je vous avais dit que j'arrivais à la fin, mais il reste une dernière partie, et qui est très importante. Pourquoi la théorie de la fin de l'histoire avec la démocratie libérale ne marchera jamais? Pour cela, examinons pourquoi est-ce que le communisme, le marxisme, dans sa valeur théorique, n'a jamais marché. Pour cela, que dit Marx? Marx dit que pour que cela marche, j'en ai déjà parlé, il faudrait que l'humanité entière, si vous voulez, adopte le marxisme, c'est-à-dire que tous les prolétaires de l'humanité, ou bien ne serait-ce que d'une grande majorité, très grande majorité des êtres humains, fassent en même temps cette révolution de la classe ouvrière qui va remplacer la classe oppressante, d'après lui, la classe dominante, qui est la classe bourgeoise, la classe capitaliste. Si cela se fait, d'après Karl Marx, que dans un seul pays, ça ne marche pas. Cela s'est fait dans quelques pays, donc ça n'a pas marché. Eh bien, le même raisonnement pour le marxisme, on peut l'appliquer pour ce qu'on appelle la fin de l'histoire avec la démocratie libérale. Pour que cela puisse marcher, il faudrait que tous les pays du monde y adhèrent, ou bien 99%, 90%. Ça ne sera jamais le cas. Je vous en ai parlé, je veux dire qu'il y aura des pays qui, pour eux, la fin de l'histoire est déjà là et c'est leur mode de vie. Même si nous pensons qu'il est primitif, ou pas moi je ne le penserai jamais. Même si l'Occident dit que c'est un mode de vie barbare, tout ce qu'on voudra. Vous savez, nous sommes habitués à ce genre de sémantique, jamais ils n'adhéreront à cela parce que, et même s'ils adhèrent, ils ne comprendront pas. Parce que
la démocratie libérale telle qu'elle est conçue en Occident, surtout en Amérique, c'est l'aboutissement d'un long processus, et d'un long processus qui est douloureux, avec des morts, des millions de morts, et surtout, comme je l'ai dit, c'est un processus qui n'aura jamais lieu même en Amérique, parce que je défie quiconque de pouvoir prédire comment évoluera l'homme après quelques décennies. Un homme, je répète, parce que je vais recorriger la phrase. Je défie quiconque qui applique un système de prévoir combien de temps les gens vont adhérer à ce système sans le dévoyer. Je crois qu'avec ça, j'ai réellement fait le tour de la question. Éventuellement, s'il y a des points qui restent encore obscurs, j'y reviendrai par de petites vidéos très courtes, à moins que, puisque cette vidéo est très longue, que j'en fasse de toutes petites vidéos. Merci pour votre écoute et pour votre patience. Je suis Abdel Salam Boujedraoui. À bientôt et portez-vous bien.